Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein de cette masterclass. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Nathalie pour cette masterclass qui sera dédiée à la RSE, raison d'être et société à mission, donc organisée avec Nathalie et BPI France Université. Donc je suis Amy, je travaille chez BPI France Université. Nous avons pour mission d'accompagner des PE, des PME, des ETI, en bref des dirigeants d'entreprises. Et donc, nous co-concevons et organisons des formations sur mesure pour ces chefs d'entreprise. Alors, on a des formations à la fois en présentiel, mais en digital aussi. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Nathalie Jimenez, de l'École des Mines. Pour cette masterclass, donc on aura 20-25 minutes d'intervention de la part de Nathalie et ensuite on aura un moment de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et je les retransmettrai à Nathalie pour qu'elle y réponde. Merci. Merci beaucoup, Amy. Bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous soyez connectés pour discuter de ces trois piliers. Vous voyez, RSE, raison d'être et société à mission, c'est les trois piliers de la loi Pacte. Alors juste quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Nathalie Jimenez, je suis docteur en sciences de gestion et j'ai mené mon doctorat spécifiquement sur les questions de RSE et du lien que la RSE a avec les modèles d'affaires. Donc je suis responsable pédagogique de formation pour cadres dirigeants à l'École des Mines ParisTech, comme l'a dit Amy. J'enseigne aussi à l'Université de Paris-Dauphine et je fais aussi du conseil pour accompagner les entreprises qui veulent bien se poser les bonnes questions. Alors, quand on aborde la question de la loi Pacte et de ces trois piliers RSE, raison d'être et société à mission, moi j'aime bien remettre toujours le contexte historique. Donc, pour vous parler de cette loi Pacte, je vais d'abord vous faire un petit teasing et je vais vous ramener il y a un siècle. Alors regardez, parce que la loi Pacte, pour mémoire, elle a été promulguée en 2019. Donc je vous ramène il y a un siècle et je vous présente donc Henry Ford, le président directeur général de Ford Motor Company. Et qu'est-ce qui se passe? On est à la sortie évidemment de la Première Guerre mondiale. Vous imaginez que la situation sociale est très très dure. Et Henry Ford prend en fait deux décisions. La première, c'est celle d'augmenter de manière substantielle le niveau de salaire de ses employés. Et la deuxième décision qu'il prend, c'est de faire une grande campagne de promotion pour pouvoir donner plus facilement l'accès à ces véhicules. Donc vous voyez, ce sont deux décisions socialement responsables dans un contexte social très important. Eh bien, face à cette décision, les frères Dodge, qui ne sont en autres que des actionnaires de la compagnie, portent plainte contre Henry Ford, sous prétexte que le but premier pour une entreprise, c'est de servir ses actionnaires. Mais voilà, ça c'est un teasing de ce qu'est la loi Pacte, de pourquoi un siècle après, on a promulgué la loi, mais on y reviendra. Alors qu'est-ce qu'a fait la Cour du Michigan à votre avis? Elle a donné raison aux frères Dodge. Pourquoi? Parce que dans le droit, jusqu'à présent, et là je fais un petit bond en avant, j'arrive sur l'article 1833 du Code civil et j'arrive en France, c'est exactement pareil aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la Cour du Michigan ne pouvait donner raison qu'aux actionnaires, parce que dans le droit, jusqu'à présent, la société, une entreprise, en tous les cas la définition juridique d'une entreprise, comme vous le voyez, c'était une société qui était constituée dans l'intérêt commun des associés en vue d'en partager les bénéfices. Donc je vous fais le petit teasing de la modification de l'article 1833 qu'on va voir juste après. Donc vous voyez, c'est une certaine forme de conception, on va dire, de l'économie libérale qu'il y a derrière tout ça, c'est-à-dire cette fameuse main invisible, vous savez, d'Adam Smith, qui dit que finalement, si vous êtes dans la recherche des intérêts privés, ça bénéficiera à l'intérêt collectif. Bon, quoi qu'il en soit, il y a certains entrepreneurs qui ont quand même une vision un petit peu différente de l'économie, pas exclusivement d'une utilité uniquement financière. C'est Andrew Carnegie, et puis je vous ai mis Rowan Bowen, qui est un économiste, et donc qui... pour cet entrepreneur, Andrew Carnegie, lui, il explique que le succès qu'il a dans ses affaires, finalement, ne peut se concevoir que si ce succès bénéficie aussi à la société. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le stewardship, et ce sont les premières prémices d'une définition de ce qu'on appelle le Corporate Social Responsibility, la RSE aux États-Unis, et elle naît donc par Owen Bowen, qui est un économiste américain, qui est protestant et qui est pasteur, et qui interpelle en fait la moralité des dirigeants américains et qui leur dit, voilà, vous êtes des grands entrepreneurs, vous gagnez de l'argent, mais quelle responsabilité vous êtes prêts à assumer vis-à-vis de la société? Donc vous voyez, la RSE, elle naît aux États-Unis,
par le monde des affaires et par on va dire la moralité, c'est un business éthique. Et que font les entrepreneurs de cette époque, en tous les cas? Vous savez, ils font des fondations et puis ils font des dons. C'est une manière, on va dire, d'acheter une bonne conscience, quelque part. Et donc tout ce côté un peu philanthropique de la RSE, vous voyez, il vient de là, il vient des États-Unis. Et c'est un petit peu un héritage encore. Il y a des gens qui considèrent que la RSE, c'est un petit peu à côté du business. Voilà. Bon. Mais c'est toujours bien de faire de la philanthropie, quoi qu'il en soit. Alors vous imaginez bien que ce côté un peu moralisateur de l'économie n'a pas d'écho du tout en Europe. Et donc la RSE, elle va arriver un petit peu plus tardivement et par le monde de l'institution. Et c'est à partir des années 70, et je vais y venir jusqu'après. Et ensuite, on a une troisième vague de la définition de la responsabilité sociétale des entreprises à partir de 1987, quand les objectifs du développement durable vont être définis. Donc, à partir de 1970, la Commission européenne se saisit du sujet vraiment de la responsabilité des entreprises. Et voilà la définition qu'elle donne. Vous voyez, c'est vraiment le fondement de la notion de la RSE en Europe. C'est le fait que l'entreprise doit être responsable des conséquences négatives qu'elle a sur l'environnement social et naturel. Vous voyez, c'est cette idée du pollueur-payeur. Donc, à la fois, la Commission européenne, elle arrive avec, on va dire, une approche assez réglementaire des activités, et à la fois, elle encourage aussi les entreprises à dire saisissez-vous de la responsabilité sociétale parce que ce sont des actions volontaires que vous devez mener et puis vous verrez, ça va vous développer des avantages compétitifs, ça va attirer vos talents, etc. Ça reste un petit peu vrai, c'est ce qu'on appelle le business case de la RSE. Et donc vous voyez, c'est un petit peu un double discours. À la fois on met des réglementations et à la fois on encourage les entrepreneurs à avoir des actions socialement responsables. Et puis, très vite, le sujet des limites planétaires arrive avec le rapport de Mesdo. On a un petit peu oublié le rapport de Mesdo sur le climat, mais vous voyez, les grands enjeux climatiques qui sont au cœur de l'actualité, ça fait quand même longtemps qu'on est au courant que nous sommes face à certaines limites planétaires. Et puis, en fait, l'Europe, vous voyez, se saisit de la RSE d'un point de vue institutionnel, et de plus en plus, on aura des réponses internationales sur ces sujets. Et l'un des thèmes privilégiés dans les années 70-80, c'est le thème de l'emploi et les conditions, bien sûr, les droits humains dans l'emploi, donc avec la création notamment de l'OIT en 1977. Donc, comme je vous le disais, 1987, rapport de Brundtland, tout le monde le connaît, j'imagine, vous vous souvenez, ce rapport qui sort et qui l'a vraiment, je dirais, pour la première fois, on a une véritable prise de conscience des risques qu'encourt l'humanité et la planète, d'un point de vue social et d'un point de vue écologique. Et donc naît le concept du développement durable, dont je vous laisse lire la définition, qui n'est pas sans nous rappeler quand même les messages forts que Greta porte aujourd'hui sur la jeunesse. Et puis ensuite, le premier sommet de la Terre de Rio, et ça s'est enchaîné jusqu'à la conférence de Davos de Kofi Annan, qui lance le Global Compact. Et là, on a véritablement enfin une grande organisation internationale qui porte les grands sujets du développement durable. Alors comment réagit l'Europe au lancement du Global Compact par Kofi Annan? Eh bien, elle fait son livre vert et là, elle redéfinit la notion de responsabilité des entreprises qui non seulement sont encouragés à réduire, on va dire, l'impact négatif de leurs activités sur l'environnement social et naturel, mais pas que. On encourage aussi les entreprises, du coup, à contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, vous voyez, c'est quand même plus positif, on est moins sur quelque chose de défensif, mais beaucoup plus, on incite davantage les entreprises. En France, comment la France a réagi à tout ça? Vous voyez, de façon très précoce, il faut savoir que la France a été l'un des premiers pays à réagir à cette dynamique, à travers notamment la loi Nouvelle Régulation européenne, donc sous le gouvernement Chirac. Et la France a pris le tournant de l'extra-financier. C'est toujours vrai aujourd'hui, vous verrez, puisque je vous ai mis jusqu'au bout de cette slide un peu chargée mais passionnante, donc la plateforme impact de la ministre Olivia Grégoire, qui aujourd'hui encourage encore une fois les entreprises à publier des données extra-financières. Donc la France, de manière très précoce, a pris le virage de l'extra-financier et donc a, dès 2001, imposé aux entreprises cotées de publier des données qui ne sont pas que financières, mais aussi d'impact social
et environnementale. Ensuite, il y a eu une série de lois, hein, je ne vous passe pas toute la slide, mais il y a eu la loi Raffarin, il y a eu évidemment la loi Grenelle 2 sous Borloo, que vous vous souvenez bien, qui ne cessent d'accentuer, on va dire, la réglementation sur justement la publication des données extra-financières. 2015, évidemment, les 193 pays qui se rassemblent et qui définissent les 17 ODD. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'agenda 2030. Hein. Ce sont donc les 17 ODD aujourd'hui et toutes les organisations publiques et privées sont encouragées, hein, bien sûr, à participer à l'atteinte de ces grands objectifs que sont la lutte contre, bien évidemment, la pauvreté, les inégalités, les violences, enfin toutes les thématiques climatiques. Donc je vous encourage, si vous ne les connaissez pas, bien sûr, à aller sur le site du Global Compact pour voir tous ces grands ODD. Et donc, comme je vous le disais, la France a pris le côté de l'extra-financier. Et donc, la ministre Olivia Grégoire a récemment, en 2021, créé une plateforme qui s'appelle la plateforme Impact, qui est plutôt destinée aux PME et aux ETI ou aux TPE, mais pour les encourager à déclarer des données de manière très volontaire, sans qu'elles aient l'obligation de le faire. Mais je pense que la volonté de la ministre, c'est de préparer les entreprises françaises à l'augmentation de la réglementation qui va arriver à l'échelle européenne, notamment à ce que je vous ai mis juste en haut, le Proposal for Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est sorti là en 2021 et qui va imposer à beaucoup plus d'entreprises de publier des données extra-financières. Donc je vous encourage à aller sur le site de l'Europe pour aller voir ces nouvelles réglementations. Et voilà, 2019, la loi Pacte. Alors je vous ai mis la citation de notre président Emmanuel Macron qui, 2017, disait cette phrase-là. Donc vous voyez, quand je vous disais que j'ai fait un petit teasing par rapport à Henry Ford, je ne vous ai pas menti, l'entreprise ne peut pas être simplement le rassemblement des actionnaires. Je veux qu'on réforme profondément la philosophie de ce qui est la nôtre, de ce qui est l'entreprise. Donc, vous voyez, un siècle pour arriver quand même à ça, c'est tant mieux, hein, les choses arrivent. Et donc, vous voyez, il y a 3 piliers dans cette loi, et le premier pilier de la loi, eh bien, il est pour toutes les entreprises. Et donc, vous voyez, c'est quand même une avancée très importante, hein, c'est-à-dire que la définition juridique d'une entreprise, aujourd'hui a évolué, elle intègre la RSE d'une manière assez claire. Regardez, je vous laisse lire, la société, elle n'est plus du tout gérée dans l'intérêt commun des associés, mais elle est bien gérée dans son intérêt social. Ça veut dire qu'on considère l'entreprise comme un agent moral, hein, indépendant, qui a donc un intérêt social et qui doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça change tout. Et là, ça concerne toutes les entreprises en France. Donc, toutes n'ont pas l'obligation, encore une fois, de déclarer des données, mais toute entreprise aujourd'hui, tout collaborateur pourrait taper à la porte d'un dirigeant pour lui dire: est-ce que vous prenez bien en considération les enjeux sociaux et environnementaux de mes activités? Voilà. Ensuite, les 2 autres piliers sont optionnels et on va en parler un petit peu après. La raison d'être et la société à mission, j'y reviendrai. Donc, ce que je viens de vous dire sur le premier pilier de la loi, c'est important puisque c'est vraiment une avancée majeure et ça change un peu et ça a boosté, hein, on va dire, l'intégration de la RSE dans le modèle des entreprises. Et puis, à côté de ça, l'État, le gouvernement français a quand même aussi mis en place différents types de lois qui ont facilité, on va dire, la prise en compte de la RSE dans les entreprises. Alors, je vous ai mis principales obligations de RSE, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, mais le bilan carbone, hein, qui, comme vous le savez, est imposé aujourd'hui dans des entreprises de plus de 500 employés, le plan mobilité, qui a aussi été imposé pour les entreprises, je crois que c'est 50 salariés, me semble-t-il, ou 250, je vérifierai. Audit énergétique pour des entreprises de 250 salariés. Enfin voilà, donc il y a des lois qui sont mises en place depuis ces derniers temps pour encourager les entreprises vraiment à intégrer la RSE. Je vous ai mis évidemment l'index de l'égalité professionnelle qui a quand même été une action sociale très forte, hein. Toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier cet index et donc ça a quand même facilité l'égalité des salaires et ça continue entre les hommes et les femmes. Et puis bien sûr les politiques sociales pour toutes les entreprises d'au moins 20 salariés. Vous savez qu'on doit avoir un taux de personnes avec un handicap au moins de 6%. Et puis cet été, je vous ai mis juste ces 2 lois qui pour moi ont vraiment marqué un coup d'accélérateur dans la prise en compte des enjeux écologiques dans les entreprises. C'est la loi
AGEC, avec évidemment le but de réduire le plastique non recyclable, et puis la loi climat et résilience de cet été qui est passée, vous l'avez vu, qui a marqué un petit peu les esprits, avec notamment le verdissement très fort des commandes publiques, parce que justement les appels d'offres sont aujourd'hui un des leviers très forts pour encourager les entreprises à intégrer la RSE dans leur modèle. Et puis, comme vous le savez aussi, la finance durable se développe pour encourager les entreprises au maximum à intégrer la RSE dans leur modèle. Pourquoi ? Parce que les investisseurs vont de plus en plus choisir des entreprises qui seront engagées et qui seront les moins pollueuses et qui seront les plus socialement responsables. Voilà. Donc la notion de raison d'être, comme je vous le disais, c'est une notion qui là est optionnelle. Les entreprises qui veulent aller plus loin peuvent réfléchir à leur raison d'être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire re-questionner l'existence de son entreprise. Vous allez me dire, on sait pourquoi on existe, mais si je vous dis par exemple, je suis entrepreneur, j'ai développé mon entreprise, mais si demain mon entreprise disparaissait finalement, qui la regretterait vraiment ? Est-ce que finalement elle ne pourrait pas être très vite remplacée ? Vous voyez ? Donc ça repose une question intéressante aux dirigeants de se dire à quoi je contribue finalement dans la société et quelle valeur j'apporte. Donc questionner la raison d'être d'une entreprise est toujours un très bon moyen pour re-questionner la vision stratégique de son organisation à l'aune des nouveaux défis sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Donc la raison d'être est optionnelle. Il y a beaucoup de gens qui se sont saisis de cette notion. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur au début que ce soit un petit peu une notion dévoyée, un petit peu comme on a eu la RSE washing, on a eu peur un peu de la raison d'être washing. Mais in fine, on se rend compte que c'est un formidable outil de stimulation de l'innovation. Et je vous ai mis l'exemple de Michelin, qui, évidemment, quand Michelin dit qu'il veut offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, on pourrait se dire, tiens, c'est un très très beau slogan marketing, mais par contre, on se rend compte que ça peut demain le conduire, et c'est ce qu'il a fait sur certains marchés en B2B, de non plus vendre des pneus, mais vendre des kilomètres parcourus. Donc ça change tout, on passe à une économie de la fonctionnalité, on ne vend plus des pneus, et vous voyez qu'en fait pour Michelin, ça va le forcer à être dans une innovation incroyable, c'est-à-dire que si vous vendez des kilomètres parcourus, vos pneus doivent être les plus durables possibles. Donc on voit bien en quoi mettre une raison d'être aussi forte va contraindre l'entreprise à innover. Alors, je vous ai mis quelques exemples de raisons d'être qui ont été déclarées aujourd'hui par certaines entreprises. Je prends la SNCF, la liberté de se déplacer en préservant la planète. Alors, vous allez me dire, c'est quand même un slogan. Mais non, il faut aller voir sur le site de la SNCF tous les engagements et les stratégies de RSE qui est derrière cette raison d'être. Et là, on voit que l'entreprise, elle va se donner les moyens de mettre en œuvre cette raison d'être. Donc, c'est un outil très inspirant. Les sociétés à mission, alors... on a coutume de dire que c'est un peu la réponse française au label Bicorp, pour ceux qui connaissent. C'est issu des travaux de l'école des mines. Et là, c'est véritablement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui veulent construire une nouvelle façon de concevoir le business. Et donc, vous voyez, je vous laisse lire, la qualité de société à mission, c'est obtenu. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui, en parallèle de rechercher le profit, veulent véritablement œuvrer pour le bien commun et mettre leur modèle économique au service des défis sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Donc vous voyez, c'est une nouvelle conception des affaires et c'est une complémentarité avec le fameux label Bicorp qui vient des États-Unis, qui est impulsé des États-Unis, dont je vous laisse lire le claim, qui est quand même assez, je dirais, inspirant pour le coup. Mais vous voyez, c'est un pas de plus, parce que quand on décide de dire qu'on veut être société à mission, ça veut dire qu'on va rentrer dans les statuts, non seulement une raison d'être, qu'on va définir une mission pour mettre en œuvre cette raison d'être. Ensuite, on va définir des objectifs sociaux et environnementaux. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre cette mission, on va le marquer dans les statuts. Et ensuite, on va créer un comité de mission pour contrôler la mise en œuvre de cette mission. Et ensuite, on accepte d'être audité à peu près tous les 2 ans par un tiers indépendant pour voir si oui ou non on respecte la mise en œuvre de cette mission. Donc vous voyez, c'est quand même des entreprises et des dirigeants qui vraiment prennent de forts engagements et qui ont décidé de mettre l'entreprise au service de l'innovation et de la société.
Alors il y a la Camif. Moi, j'ai mis 2 exemples qu'on connaît tous, mais qui pour moi sont assez emblématiques. En France, la Camif, bien sûr, qui est bien portée par son dirigeant Emery Jacquia, et puis la société Patagonia, qui a obtenu le score le plus haut au score Bicorp, 180, et qui, eux, vous voyez, ils vendent des vêtements, et pourtant, vous voyez, leur raison d'être, c'est de sauver la planète. Et donc, ils ont un modèle économique incroyable où, en fait, ils innovent avec une empreinte écologique la plus basse possible, et surtout, leurs vêtements sont réparables à vie. Donc, en fait, quand vous achetez un vêtement de chez Patagonia, eh bien vous êtes dans un réemploi en permanence puisqu'ils s'engagent à le réparer. Donc on est dans des nouveaux modèles économiques et on transforme la manière de consommer. Alors je vous ai mis juste cette petite slide pour sauver les poules pondeuses de l'abattoir. C'est une entreprise qu'on appelle des missions natives et qui finalement, cette entreprise naissent pour répondre à un objectif du développement durable. Vous voyez, ici, c'est la biodiversité. Et en fait, ils ont été sensibilisés par le fait, moi je ne savais pas, peut-être que vous saviez, que les poules pondeuses étaient tuées au bout de 6 mois d'usage. Bon, voilà, je ne savais pas. Et donc, du coup, pour pallier cette façon de traiter les poules, en fait, eh bien, ils ont négocié des partenariats avec les éleveurs pour pouvoir, finalement, quand vous achetez un œuf, eh bien, vous participez à mettre les poules dans un enclos où elles vont pouvoir passer une petite retraite tranquillement. Voilà, juste pour vous dire qu'il peut y avoir des entreprises mission natives. Enfin voilà, quelques slides pour finir. La RSE, comment elle se traduit? Vous pouvez la voir dans les marques. On regarde les pubs aujourd'hui. Je pense que toutes les entreprises disent aujourd'hui leur engagement. Alors vous avez ceux qui choisissent la transparence. Vous avez ceux qui choisissent la protection de l'environnement. Donc voilà, comment... Alors après, quand on décide d'afficher comme ça dans les marques leur engagement, il faut être au rendez-vous, bien sûr. Donc je pense que les entreprises ne trichent pas. Il y a ceux qui choisissent l'égalité, l'inclusion, la diversité. Je vous ai mis Starbucks, je vous ai mis Ariel, le partage des tâches, ce qui n'est pas sans nous satisfaire, nous les femmes. Et puis ceux qui choisissent aussi l'ancrage territorial. Alors ça peut être aussi le commerce équitable, bien sûr. Les deux sont entendables entre le local et le global. Donc voilà quelques exemples. Mais on voit bien que... Alors, vous allez me dire, quand vous voyez ça à la télé, quand vous voyez que des entreprises prennent ce genre d'engagement, est-ce que vous, en tant que consommateur, ça change vos comportements? Parce que c'est ça l'enjeu de demain. Parce que si ça ne change pas vos comportements d'achat, c'est le grand enjeu collectif que nous avons, c'est changer les modèles économiques. Donc, soi-disant, il y a une enquête qui a été menée qui montre qu'il y aurait des intentions d'achat qui seraient multipliées par 2,4 pour des entreprises qui s'engageraient. Donc peut-être que vous en faites partie, parce que tous les acteurs, évidemment, ont un rôle à jouer pour construire ces nouveaux modèles économiques. C'est bien ça les défis que nous avons à relever tous ensemble, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit vous, les consommateurs, parce qu'on voit bien qu'on doit sortir de ces modèles de production linéaires qui épuisent les ressources naturelles et des modèles de consommation de grande masse qui polluent et qui font du gaspillage, pour passer à des modèles d'économie de circularité, de fonctionnalité, où on va vendre de l'usage et de l'utilité. On voit bien on voit bien les nouveaux modes de consommation qui émergent et on a tous intérêt à favoriser cette dynamique-là. Voilà sur quoi je voulais finir, sur cette touche de défi, mais aussi d'espoir. Merci beaucoup pour votre écoute. Un grand merci Nathalie pour cette masterclass dynamique et passionnante. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Je les retransmets à Nathalie qui aura le plaisir d'y répondre. On a une vingtaine de minutes pour ce faire. Alors peut-être une première question, Nathalie. En tant que consommateur, comment est-ce qu'on évite de tomber dans le piège du greenwashing ? Alors c'est une très très bonne question et la loi climat et résilience qui vient de sortir de cet été devrait vous faciliter de plus en plus la tâche. Pourquoi je dis ça? Parce que vont être de plus en plus imposés, on va dire, l'affichage écologique. Alors on a déjà des affichages ABC par exemple sur l'énergie, etc. Et de plus en plus, par exemple sur les vêtements, sur l'alimentation, il y aura un affichage qui va informer le consommateur de l'empreinte écologique des produits.
Donc on pourrait même pousser ça jusqu'à la prod sociale, hein, parce que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse noter à la fois aussi la manière dont l'entreprise gère sa chaîne de valeur sur la question des droits humains, hein, par exemple. Donc on va vers ça, c'est-à-dire là on a la loi climat et résilience vraiment pousse sur le vêtement, mais je pense que de plus en plus les produits vont... Voilà. Donc vous devriez normalement avoir des informations pour pouvoir faire vos choix de manière avisée. Voilà. Merci Nathalie. Alors juste pour répondre à une question, oui, vous aurez accès aux slides. Je viens de vous partager les liens. Vous pourrez aussi accéder au replay à la fois sur YouTube et sur bpifranceuniversité.fr. Ça vient d'être partagé en commentaire. Une autre question, Nathalie. Aujourd'hui, pour une entreprise type PME, ETI, est-ce que c'est compliqué de mettre en place sa raison d'être ? Alors, en fait, c'est pas plus compliqué. C'est peut-être même, je dirais, plus simple qu'un grand groupe parce qu'ils ont plus d'agilité. Et en règle générale, les dirigeants qui sont dans des structures plus agiles ont peut-être plus de capacité à re-questionner, on va dire, leur rôle et leur contribution. J'ai accompagné il n'y a pas longtemps une ETI très dynamique dans un secteur d'activité de digital. Et vraiment, voilà, il y a eu une émulation très, très intéressante. On peut se poser la question, parce que la notion de raison d'être, elle est très inspirante comme ça. Vous dire, tiens, je vais écrire une phrase. Bon, ça peut paraître un peu marketing comme ça. Mais en fait, il faut voir que il y a toute une équipe, un comité de direction qui finalement se questionne de qu'est-ce qu'on veut être demain. Vraiment, on veut apporter quoi comme contribution ? Et qu'on soit une ETI ou qu'on soit c'est même plus facile, je vous dis, pour des ETI, parce que pour les grands groupes, surtout quand ils sont internationaux, réfléchir à sa raison d'être en France et la réfléchir en Chine, au Japon et aux États-Unis, alors qu'on n'est pas dans les mêmes contextes sociétaux, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, il faut aussi avoir ces questionnements. Pour moi, il n'y a pas... Je pense que vraiment, ils sont même plus facilement armés quand on est un petit peu plus petit que quand on est des grands groupes. Voilà. Mais oui, moi, je les encourage à le faire. Et certains le font. Et d'ailleurs, quand on regarde le nombre de sociétés à mission, c'est surtout aujourd'hui, des raisons d'être, c'est surtout des entreprises de plus petite taille. Voilà. Alors là, on a deux questions qui se rejoignent. La première, c'est la société à mission et donc l'étape qui succède à la raison d'être. Et la question suivante qui peut y être liée, c'est quelle est la différence finalement entre mission et raison d'être ? Alors oui, pour la première question, c'est-à-dire dans la loi PACTE telle que ça a été pensé, hein, le deuxième pilier, effectivement, l'entreprise est invitée à définir une raison d'être, à l'intégrer dans les statuts et à expliciter des principes pour lesquels elle va mettre en œuvre cette raison d'être. Okay ? Et la société à mission, elle doit définir une raison d'être, une mission. Voilà, alors la différence, je vais essayer d'apporter cette lecture tout de suite. Ben, vous voyez, raison d'être, on est dans l'être. Et la mission, on est dans le faire. Donc, en gros, c'est vraiment la question du rôle que l'on veut jouer quand on réfléchit à la raison d'être. C'est quoi mon rôle demain ? Je prends par exemple une industrie que je connais bien, l'industrie pharmaceutique. Je veux être un fournisseur de médicaments ou demain, je veux être un acteur de santé publique. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes enjeux et on ne veut pas jouer de la même façon dans la société. Donc, c'est le l'être. Et la question du faire, c'est la mission. Pour ça, qu'est-ce que je fais ? Quel type de produit je vais vendre ? Quel type de... comment je vais organiser ma chaîne de valeur, etc. Donc, voilà pour répondre aux deux questions. Et le statut de le label, hein, société à mission, oui, il est plus exigeant, c'est indéniable, hein, que le deuxième volet de la loi, que la raison d'être, parce qu'il oblige, en fait, il oblige hein, les dirigeants à spécifier des objectifs, en fait, hein, sociaux et environnementaux. Alors, ils ne sont pas obligés de mettre sociaux et environnementaux, mais quand on regarde un petit peu l'observatoire de la communauté des entreprises à mission, que je vous encourage à aller voir leur site, hein, où ils partagent ça d'une manière remarquable, eh bien on voit qu'en règle générale, les deux objectifs sociaux et environnementaux sont pris en compte. Mais oui, ils doivent noter des objectifs précis dans leur statut. Donc voilà. Alors ce qui motive souvent, je vais vous dire, les entreprises, c'est souvent pour protéger, par exemple, le cadre
cas de Danone, qui est quand même un des grands groupes qui est devenu société à mission, l'une des ambitions et d'enjeux d'Emmanuel Faber à l'époque, quand il a pris cette décision, c'était de protéger l'entreprise. Parce que justement, si vous avez des différents, vous changez de dirigeant, voilà, vous avez la politique de l'entreprise qui peut évoluer. Vous avez œuvré pour une certaine vision, pour créer un impact positif. Vous avez mis en place une RSE intégrée. Vous avez décidé pour Danone, de faire de la santé par l'alimentation. Ça veut dire quand même que vous transformez vos produits, hein, vous agissez sur vos produits pour qu'ils créent de la santé. Donc c'est quand même un modèle qui se transforme. Si vous voulez protéger ça, de l'inscrire dans les statuts permet véritablement de protéger donc la raison d'être et la mission. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je pourrais dire. Je ne sais pas si ça a répondu, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus de précision. Merci Nathalie. On a une question de Christine. Quels sont les secteurs les plus avancés dans le domaine et ceux qui sont un peu plus en retard ? Oui, alors très clairement, c'est le service qui est en avance sur ces questions. Il y a moins les enjeux sans doute de production industrielle qui ont un petit peu plus de retard, c'est sûr. L'alimentaire a pris un peu d'avance parce qu'ils ont été quand même poussés par la réglementation d'une façon forte. Mais bon, voilà, après, il y a eu des grands leaders comme Nestlé, comme Danone et tout qui se sont saisis de ces sujets depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Pour prendre Danone, Antoine Riboud, il avait déjà parlé de l'économie et du social dans les années 70. Donc il y a des acteurs économiques qui se sont saisis de ces sujets depuis longtemps. Voilà, il y a des différences quand on est des acteurs industriels de produits, de production. C'est ce que je disais, c'est la grosse difficulté, ça va être les changements des modèles économiques de ces industries. Et difficulté, et à la fois on commence à voir des évolutions. Oui, c'est les entreprises de services qui aujourd'hui se sont plus appropriées le sujet. Ouais. Une autre question de Pauline, cette fois-ci. Si on souhaite devenir une société à mission, est-ce qu'il faut une personne dédiée à ce sujet dans l'entreprise ? Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors d'abord, c'est une personne. Je ne sais pas si c'est une personne, mais en tous les cas, c'est un vrai projet d'entreprise et c'est d'avoir un sujet de gouvernance, évidemment, parce que vous imaginez bien que c'est un engagement très, très fort. Donc, en règle générale, de ce que j'observe, c'est souvent l'ancien directeur du développement durable ou de la RSE, je ne sais pas comment on l'appelle, qui lead un peu le projet dans l'entreprise et qui accompagne la transformation. Mais c'est un sujet de gouvernance, de direction. Donc, de toute façon, c'est porté par le comité de direction. Et ensuite, comme je vous le disais, dans la société à mission, il y a un comité de mission qui est créé pour aller piloter et aider à suivre la mise en œuvre de la mission qui sera déclarée. On peut dire, alors, ce qu'on observe, c'est que c'est l'ancien comité de RSE qui se transforme un peu au comité de mission. Et voilà. Donc, un petit point important quand même, la loi précise que dans ce comité de mission, il doit y avoir au moins un collaborateur. Donc, vous voyez, c'est des choses importantes. Les collaborateurs sont totalement partie prenante de la réflexion quand on décide d'être une société à mission. Mais vous avez bien compris que c'est un changement de mindset. On voit le business autrement. Les collaborateurs font totalement partie intégrante de la réflexion stratégique. Il y a, je vous encourage à lire le rapport Nota-Sénar là-dessus qui à l'époque a insufflé la promulgation de la loi Pacte, parce qu'il est riche d'enseignements de tous les fondements finalement que porte l'émergence de ce nouveau statut. Justement, Nathalie, vous parlez des collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait de la RSE un projet global d'entreprise ? Comment est-ce qu'on embarque ces équipes dans cette aventure ? Alors, moi, pour intervenir souvent, il y a un vrai sujet d'intellection en fait vraiment sur ce sujet. D'abord, il faut effectivement sensibiliser, informer. Je pense qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs sont plus ou moins sensibilisés sur cette question. Et en fait, malheureusement, dans de nombreuses entreprises, la RSE est vécue comme la norme à respecter, le tableau Excel qu'il faut renseigner pour pouvoir avoir les appels d'offres. Alors, c'est niché dans un petit département à côté. Et malheureusement, c'est vrai, on a du mal à en faire un sujet
de motivation et d'engagement. Donc en fait, pour ça, il y a plein de méthodologies. Il faut faire des petits ateliers de sensibilisation, il faut reparler de la mission, si elle est définie, la plupart des entreprises l'ont, faire le lien avec la stratégie de RSE, communiquer, que le dirigeant incarne. Donc tout ceci se construit. Et puis de toute façon, si on veut faire évoluer sa stratégie de RSE, on est entre guillemets, enfin moi je ne conçois pas une stratégie de RSE sans qu'on fasse une consultation des collaborateurs internes et puis bien sûr des parties prenantes externes. Donc de toute façon, ils sont au cœur de la définition de la stratégie de la RSE. Donc c'est à eux de dire leurs attentes, c'est à eux de s'impliquer et entre guillemets, de pousser le comité de direction à prendre des engagements spécifiques sur ces questions. Merci Nathalie. Peut-être une question un peu plus globale, générale. Selon vous, quels sont les modèles économiques de demain ? Alors, moi je suis une grande partisane du modèle économique de la fonctionnalité, de la coopération et de la fonctionnalité, c'est-à-dire qui inclut la circularité, c'est-à-dire on sort, ce que j'ai dit un petit peu peut-être rapidement, j'avais peur un peu du temps en fait, pour tout vous dire, on m'avait mis le timing. Donc en fait, oui, j'ai abordé ça en fin de conférence, c'est l'économie de la fonctionnalité, de la coopération qui intègre l'économie de la circularité, c'est-à-dire qu'on sort des modèles classiques de consommation de grande masse et on passe à la vente de l'usage et de l'utilité. Et ça, si vous voyez, on voit bien que ça émerge aujourd'hui, les nouveaux modes de consommation. On voit bien qu'il y a le réemploi solidaire qui émerge, les vêtements qui sont réutilisés, etc. On voit qu'il y a des modèles, que je parlais de Patagonia, où il y a des vêtements qui sont réutilisés à vie. Donc voilà, et vendre de l'usage et vendre de l'utilité, plutôt que de vendre des produits, c'est certainement le défi de demain. Et donc ça veut dire changer, ce qui est en fait, c'est un gros défi. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer des filières entières, c'est-à-dire tous les acteurs de la chaîne. Et donc, je crois que les outils existent, je crois que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais l'enjeu, c'est une question que les gens s'entendent. C'est une question de collaboration, de coopération entre le public, entre le privé, pour réinventer finalement ces économies ensemble. Et c'est là le plus gros défi de mon point de vue, parce qu'il faut repenser finalement la redistribution de la valeur sur toutes ces chaînes. Moi, j'évoque ça dans mon livre dans l'industrie pharmaceutique, parce que ça va être ça le défi de demain. Et c'est valable pour cette industrie, mais c'est valable pour toutes les industries. Merci beaucoup Nathalie. On a encore 100 minutes environ pour répondre à vos questions. Donc c'est le moment. Si vous avez une dernière question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à nous la partager dans le chat, voilà, pour que Nathalie puisse y répondre. Alors, on a une question de Hamza. Pensez-vous qu'un modèle économique copié sur l'ubérisation sera généralisé ? Alors, je ne suis pas une experte du tout de l'ubérisation, mais je vois bien ce que vous voulez y mettre derrière. Je crois pas. Moi, je crois que en fait, l'enjeu, ça sera vraiment les enjeux de coopération. Il faut vraiment, vous savez, la raison d'être, j'en parlais, on était sur une table ronde sur les rencontres du développement durable avec l'ambassadrice de l'OCDE, Madame Pénicaud, et on se disait, finalement, on re-questionne la raison d'être des entreprises. Mais dans les défis de demain, il faut aussi re-questionner la raison d'être des États. Est-ce que l'on peut continuer à évoluer dans des économies où vous avez un marché d'un côté qui n'a une raison d'être qu'une finalité économique, voilà, une vision très friedmanienne de l'économie, et d'un autre côté un État qui est un contrôleur et un régulateur. Vous voyez, on est un petit peu dans ça. Et si on demande à l'entreprise d'avoir une raison d'être un peu plus sociétale, eh bien l'État, lui, de mon point de vue,
doit aussi re-questionner sa raison d'être, sortir de ce rôle un peu trop de contrôleur, de régulateur, et pourquoi pas endosser un rôle plus entrepreneurial. Et c'est comme ça qu'on pourra sans doute imaginer des modèles économiques de coopération modernes, voilà, faciliter en tous les cas l'émergence de valeurs partagées. Donc je crois plus à l'énergie de coopération plutôt que d'avoir des approches ubérisation comme vous le dites, mais je pense plus à l'usage et à l'utilité, re-questionner l'utilité de ce que l'on a, sans parler de sobriété. Certains vont même jusque sur les modèles de sobriété, pourquoi pas, mais en tous les cas re-questionner l'utilité. Et quand la raison d'être, ça aide à re-questionner l'utilité des choses. Voilà, plus comme ça. Merci Nathalie. Peut-être une autre question. Alors vous nous avez un petit peu retracé l'historique de la RSE et on se rend compte que ça fait quasiment un siècle que ça existe. Pourquoi, à votre sens, est-ce que ce n'est pas encore quelque chose qui est inné et mis en place au sein de toutes les entreprises, en France ou même en Amérique, puisqu'on a vu que c'est aux États-Unis que la RSE est née? Oui, alors il y a certainement, vous savez, ça passe aussi par les écoles de management. Vous savez, il y a encore des écoles de management qui expliquent comment il faut délocaliser son entreprise, pour aller chercher, échapper à des normes ou développer, réduire ses coûts pour pouvoir. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut pas continuer à faire ça, mais en tous les cas, on ne peut plus le faire sans penser aux droits humains et sans penser à l'impact écologique de ce que cela nécessite. Pourquoi ? Je pense que parce que la RSE, vous voyez, c'est un concept qui est multiforme. C'est pas simple, ça traite de plein de sujets. Donc c'est complexe, et quand c'est complexe et que vous avez à côté de ça le concept du développement durable qui a été rajouté, les ODD, ensuite vous avez une norme ISO 26000, vous avez le livre blanc, le livre vert de l'Union européenne. Mais moi, moi j'ai fait ma thèse sur ces sujets. Bon voilà, j'y ai passé 4 ans, j'ai réfléchi sur ces questions. Mais quand on est un dirigeant d'entreprise, c'est quand même un peu compliqué. Donc vous devez choisir votre grille de lecture. Alors c'est quoi ? C'est l'ISO 26000, c'est les ODD, enfin vous voyez, c'est compliqué. Donc pour moi, il y a apport 1, ce qui a ralenti l'émergence de ces prises de conscience, c'est que c'était complexe et qu'il n'y a pas d'alignement, même sur les données extra-financières à donner aujourd'hui, il n'y a pas d'alignement mondial, à l'échelle mondiale. Donc il faut plus d'alignement, plus de simplicité. Et puis, après, je pense que là, on a une nouvelle génération et ça se passe dans les écoles. Il faut apprendre la RSE dans les écoles de manière très précoce. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ça y est. Les managers de demain, moi j'ai la chance d'intervenir au master de l'innovation de l'Université Paris-Dauphine dirigé par le professeur Albert David. Et voilà, je porte un cours de RSE, je porte un cours de management par la RSE. Et vous savez, les étudiants que j'ai, ils sont déjà très avertis sur tout ça. Et donc, je n'ai aucun doute qu'eux vont être capables de développer des modèles économiques de demain, voilà. Mais ça passe par de la formation et sans doute faciliter un peu une lecture et peut-être moins un regard réglementaire. Vous voyez, il faut impérativement qu'on arrive à montrer que c'est des opportunités, mais voilà, il y a plus cette coopération dont je parlais, public-privé. Un grand merci Nathalie pour cette masterclass passionnante. Merci à vous, chers participants, pour vos nombreux commentaires, feedbacks et pour toutes vos questions. Comme indiqué tout à l'heure, vous pouvez retrouver cette masterclass sur bpifrance-université.fr et également sur YouTube, sur le replay de notre chaîne. Et puis vous pouvez avoir accès à un large catalogue de formations en ligne. Il suffit juste de s'inscrire et c'est gratuit. Un immense merci Nathalie. À très bientôt et voilà, à très vite.